Bonjour à tous et bienvenue dans Calmos le podcast, un nouvel épisode sans invité cette fois, mais je suis toujours accompagné de mon camarade David Honora. Salut David. Et oui, je suis là, toujours présent. Toujours présent. Ouais, toi, t'es toujours là. Même quand il n'y a pas d'invité. T'arrives pas à te débarrasser de moi. Ouais, c'est l'équipe Calmos, voilà, indissociable. Et aujourd'hui, on va faire un épisode, je dis un peu particulier, mais finalement, c'est de moins en moins particulier, parce que c'est déjà le troisième épisode hors série qu'on fait. Hors série, also known as free jazz, parce qu'on n'a pas trouvé de nouveaux termes pour dire, nommer. Pour dire qu'on parle de ce qu'on veut, en fait. Ces épisodes, voilà, où on se laisse porter par la discussion. Et on n'a pas vraiment de sujet, même si des fois on a une idée préconçue de ce sur quoi on va parler un petit peu. Et notamment là, on est au mois de mars, c'est la saison des récompenses. Et donc on a vu la cérémonie des Césars et il y a bientôt la cérémonie des Oscars qui se profile. Donc à un moment donné de l'épisode, on va peut-être quand même parler des Césars et débriefer un peu ce qu'on a vu. Et notamment des choses qui nous ont tenu à cœur dans cette cérémonie, notamment le César pour Franck Dubosc, nous qui aimons beaucoup la comédie. Ça nous a interpellés. Et aussi le César d'honneur pour Jim Carrey. Donc on va peut-être parler un petit peu de ça dans cet épisode. Jim Carrey, il y a cette rumeur qui est en train de grossir, comme quoi c'était pas vraiment Jim Carrey. Je sais pas si t'as suivi cette histoire. Oui, parce qu'il a quand même une tête, il a un peu changé de tête en fait depuis les dernières fois où on l'a vu. Donc du coup, ça alimente pas mal de rumeurs sur les réseaux sociaux. Et il y a même un gars sur Instagram qui a mis une photo d'un masque et qui prétend que c'est lui, quoi. Qu'il est arrivé masqué. Mais en fait, sur sa photo, tu vois, il y a une fenêtre avec la tour Eiffel derrière. C'est vraiment flagrant que c'est de l'IA. Ouais. Mais il y a plein de gens qui disent « Ah putain, mais évidemment, c'est la preuve que... » et tout. Et c'est vraiment l'Internet de 2026. Je trouve que ça serait vraiment magnifique. Enfin, c'est pas le cas, mais si Jim Carrey avait fomenté ce plan d'envoyer un faux mec à sa place, un peu en mode Man on the Moon, j'aurais trouvé ça très, très marrant. Mais le truc, c'est pas qu'il est mort, en fait, et que, du coup, c'est comme Joe Biden et Paul McCartney, il y a des gens qui les remplacent pour une raison ou pour une autre, je sais pas. Et Elvis, tous, de toute façon. Macron, c'est plus lui non plus, il paraît. On va avoir des problèmes. On peut lancer des rumeurs dans ce podcast, c'est aussi à ça que servent les épisodes Free Jazz. Et à part ça, ouais, t'allais dire quelque chose? Non, j'allais dire qu'on allait parler peut-être plutôt de cinéma, des trucs qu'on a vus, des trucs qui nous ont interpellés. La dernière fois, on avait été arrivé au constat qu'on n'avait pas vu grand-chose au cinéma ces derniers temps. Est-ce que depuis t'es retourné au cinéma? Est-ce que t'as vu des choses? Ouais, moi j'ai vu plein de trucs en plus. Alors attends, par où commencer dans tout ce que j'ai vu? Déjà, je suis un peu... Le truc qui t'aurait le plus marqué de ce que t'as vu récemment, quoi. Déjà, je suis un peu tombé dans du Chabrol. Alors, c'est pas au cinéma, là, j'ai vu ça, mais il y a, je sais pas, une dizaine ou 5 ou 6 Chabrol qui sont gratuits sur Arte en ce moment. Ouais. Et il y en a quelques-uns que j'avais pas vu ou que j'avais vu et dont j'avais un très vague souvenir. Et donc, je m'en suis refait 3 là, ces derniers jours. Notamment Que la bête meurt, qui est vraiment pas mal. Ah oui, j'adore. Et alors, j'ai appris que c'était alors, je sais pas si c'est un remake d'un film sud-américain ou s'il y a eu un remake de ce film. Mais j'ai vu que sur, je sais plus quelle plateforme, il y avait ce fameux film qui était Que la bête meurt, mais pas par Chabrol. Et après, je pense que c'est adapté d'un bouquin aussi. Donc, c'est deux adaptations différentes, quoi. C'est complètement adapté d'un bouquin. D'ailleurs, il me semble que les 3 films que j'ai vus, c'est adapté de bouquins. Et on est un peu dans l'époque où Chabrol allait piocher dans la série noire ou dans ce genre de bouquins, des polars, des trucs un peu avec un enjeu fort et qui transpose dans la bourgeoisie provinciale. Et donc là, c'est l'histoire d'un mec dont le fils, en revenant de la plage où il est allé pêcher des écrevisses ou je sais pas trop quoi, se fait renverser par une voiture et se fait tuer. Et en gros, son père, qui est écrivain, se met en tête de venger son fils coûte que coûte et donc de retrouver la trace du tueur, d'enquêter lui-même pour savoir qui conduisait cette voiture qui a tué son fils et de se venger, quoi. Et c'est vachement bien. Enfin, c'est vraiment. On est à la fois presque dans le cliché du film à la Chabrol, mais j'aime bien, quoi. Ça m'a plongé dans un bon mood. Et aussi parce que le personnage parce que du coup, il retrouve le mec qui a tué son fils et il fait un peu une sorte d'infiltration dans la vie de ce gars et il est joué par Jean-Yann. Ouais. Qui est vraiment odieux. Enfin, c'est le énorme Jean-Yann. Ouais.
qui Je parle mal à sa repensais, femme et tout. on avait parlé dans le podcast des meilleurs méchants de cinéma américain. Et là, le Jean-Yann de Que la bête meurt, il peut être pas mal dans les meilleurs méchants, parce que ça arrive rarement qu'un personnage soit aussi détestable, quoi. Enfin, vraiment, il a rien pour lui. C'est un méchant à la française, quoi. C'est du méchant domestique qui est ignoble avec tous les gens de sa famille et tout. Et Jean-Yann sait très bien faire ça. Il avait fait ça chez Piala aussi. Nous ne vivirons pas ensemble. Après, il y a le Boucher aussi qui est dans un autre Chabrol. style chez Chabrol. Mais le Jean-Yann de cette époque-là, j'adore. Et après, j'en ai vu deux autres, Juste avant la nuit et La rupture. Ils sont deux films avec Stéphane Audran qui sont quand même un peu moins bien. Je les connais pas, ceux-là. Ça raconte quoi, du coup? C'est avec qui? En gros, Juste avant la nuit, c'est Michel Bouquet qui tue sa maîtresse. Et sa maîtresse, c'est la femme de son meilleur ami. Ok. Et en fait, il vit avec il a du mal à gérer la culpabilité d'avoir tué la femme de son meilleur ami. Ouais. Et sauf que et sa femme, c'est Stéphane Audran. Et donc il finit par l'avouer à sa femme. Mais elle est quand même très conciliante. Il dit ouais, en fait c'est un accident. Enfin, sur le fond sociétal, c'est quand même très daté, quoi. On est au début des années 70 et on est sur les enjeux. Le féminisme n'a pas encore vraiment bien fait son effet. Ouais. Bah d'ailleurs chez Chabrol, le féminisme a jamais vraiment fait son effet, je crois. Mais donc en fait t'es un peu perdu dans les enjeux psychologiques. Mais donc t'as ce truc de ce gars. Il veut essayer d'être bien avec son ami, et en même temps il s'en veut, il veut être bien avec sa femme, mais en même temps elle lui laisse un peu tout passer. Enfin, donc on est un peu paumé dans ces trucs-là. Par contre, ils ont une belle maison des années 70. Enfin, en fait, en vrai, là dans ces films de Chabrol, enfin dans la manière dont j'ai vu les trois films, il y a vraiment tout le côté le décorum de l'époque qui me plaît bien, moi. Enfin, il y a un truc tu te replonges. C'est comme si tu rouvrais un vieux catalogue de la Redoute des années 70. Ah, j'aime bien. Tu me le vends bien. Je pense que ça doit faire partie des... Enfin, je sais que Chabrol, il disait... Enfin, il avait aucun mal à dire que genre la moitié de ses films étaient foirés et que voilà, il en faisait plein et il y a des perles dans le lot, mais qu'il y en a plein de foirés. C'est peut-être un de ceux-là, du coup. T'as l'air de dire que c'est quand même pas super réussi. Mais en fait, quand tu vois un film de Chabrol, t'es toujours dans une ambiance effectivement... de la France des années 70, ça fait toujours plaisir un peu de s'y retrouver, quoi. Bah c'est ça, t'es dans des bonnes, j'allais dire dans des bons chaussons, mais des charentaises, quoi, en fait, c'est Ouais. le truc. Et le dernier, La rupture, c'est aussi Stéphane Audran, là, elle a vraiment le rôle principal et elle est super. Elle se fait agresser par son mari qui est violent, abusif, qui agresse aussi leur fils. Okay. Et en fait, il se trouve que elle, c'est une ancienne, on comprend pas trop, stripteaseuse, call girl ou un truc comme ça, et elle s'est mariée avec le fils d'un industriel très riche. Et en gros, sa belle famille et son beau-père vont tout faire pour essayer de la décrédibiliser elle, pour qu'il récupère la garde du fils, quoi. Sachant que le mari, il va vraiment pas bien, il est fou. Enfin, tu sais pas s'il y a un problème de drogue ou. Enfin, il y a un gros souci. C'est qui le mari, l'acteur qui joue le mari? C'est un mec, il a une tête de fou. Je crois que c'est peut-être Jean-Claude Drouot. Ah, ouais, c'est Jean-Claude Drouot. Jean-Claude Drouot, c'est le mec qui jouait Thierry Lafronde, non? Alors là, tu m'en demandes trop. Mais il a vraiment une tête de psychopathe. Ouais, c'est ça, c'est Thierry Lafronde. Qui joue aussi dans Le Bonheur d'Agnès Varda, qui est un autre super film sur des famille dysfonctionnelle. De Thierry Lafronde, moi je connais que la parodie des Inconnus en fait, donc c'est un peu flou pour moi ce truc. Et qui joue Thierry Lafronde dans la parodie des Inconnus? C'est Didier Bourdon. Bon bah tout ça pour dire que je suis tombé dans du Chabrol et je vais regarder s'il en reste dispo, mais en tout cas j'ai un peu enchaîné ça. Et sinon, au ciné, j'en avais parlé dans le bilan de fin d'année pour 2025, de mes attentes de 2026. J'avais une attente sur Marty Suprême, et du coup, je suis allé le voir. Ah, alors ça m'a un peu déçu. Si c'est la version très résumée de mon retour, ça serait ça. Oui, parce que tu avais quand même des attentes particulières, parce que c'est Safdie...
Ouais. Genre, moi, j'avais aucune attente sur ce film, donc c'est sauf si je vais le voir, je vais pas être déçu parce qu'en fait, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Parce que t'attends rien, ouais. Bah, mes attentes, elles étaient pas vraiment liées au fait que c'était les Safdie, parce que les Safdie, bon, j'ai aimé Uncut Gems et les autres, je trouve ça plutôt moyen. Ouais. Et là, c'est plus, il y avait une hype, quoi. Les gens disaient que c'était génial. J'ai vu pas mal de personnes dire que c'était super, et donc je me disais, bah, ça va être super, voilà. Donc, c'est pas super. Et c'est pas super. Et je pense qu'ils ont vraiment très bien réussi leur com et la hype autour, quoi. Ils ont fait des super beaux blousons Marty Suprême. Il y avait des balles de ping-pong aux avant-premières. Il y avait des trucs comme ça. La tournée promo de Timothée Chalamet avait l'air assez réussie, mais le film, c'est un jeune mec qui a pas de thune et qui enchaîne les galères avec comme objectif de participer à un tournoi de ping-pong à la fin. Ouais. Et donc c'est plutôt bien filmé. En fait, les MVP du film, ça va être Darius Khondji à la photo et les gens qui ont choisi la tracklist. Donc en fait, t'es dans une bonne... Enfin, visuellement, ça a de la gueule. La tracklist est cool. Il y a plein de morceaux qui s'enchaînent, qui sont plutôt bien. Et puis t'es dans une sorte de course en avant, c'est-à-dire qu'il va d'une galère à une autre. Il y a quelques guests sympas. Il y a un moment, il y a Abel Ferrara qui joue même d'ailleurs un peu plus qu'un guest, un personnage un peu important. Enfin, en fait, il y a un enchaînement de trucs, d'aventures rocambolesques. Le ping-pong est vraiment le tennis de table est vraiment un truc un peu accessoire dans le film, en fin de compte. Il y a pas de belles scènes de ping-pong? Bah, c'est ça que je voudrais attendre d'un film, à la limite, un film vaguement sur le ping-pong, c'est qu'il y a des belles scènes de ping-pong, quoi. Je me faisais la réflexion, je faisais le parallèle avec le film de tennis dont on avait parlé, Le ménage à trois. Challengers? Enfin, le triangle amoureux plutôt, ouais, Challengers, où là, il y a les gens ont dit des belles scènes de tennis, moi j'ai trouvé d'affreuses scènes de tennis. Ouais, moi aussi. Mais en fait, là, il n'y a pas la même recherche, enfin la même tentative d'essayer d'innover dans la manière de filmer le tennis de table. Faut dire que le tennis de table n'a pas été si souvent filmé. Bah jamais, mais enfin ah si, j'ai vu Balle de feu avec Christopher Walken, qui était sympa. Mais c'est une comédie, quoi. C'est un film plus type Les Rois du Patin. L'autre exemple que j'aurais cité, c'est Forrest Gump. Et d'ailleurs, il me semble que les chorégraphes de tennis de table qui ont été sollicités pour Forrest Gump sont revenus pour Marty Suprême. D'accord. Et donc, c'est les chorégraphes de ping-pong d'Hollywood. Tous les 30 ans, même. Ouais. Ils ont fait Balle de feu, je pense aussi. Ouais, peut-être. Bah, s'ils étaient pas sur Balle de feu, vraiment, qu'est-ce qu'ils foutent de leur vie, quoi. Non, mais moi, je pense, enfin, justement, la question de est-ce que les scènes de tennis de Challengers sont des belles scènes de tennis, c'est fondamental parce que pour moi, les scènes de tennis de Challengers, c'est des scènes de quelqu'un qui a jamais vu un match de tennis, qui a jamais joué au tennis, en fait. Et ce que je demande d'une belle scène de sport, c'est qu'elle restitue une sensation, la sensation de pratiquer ce sport, d'être à la balle de match, en fait, une sorte d'immersion dans ce que c'est qu'être un sportif. Ouais. Et il y avait pas du tout, enfin, c'était pas du tout son sujet dans Challengers, le tennis, et ça se voit, quoi. Il suffit pas de faire une vue subjective sur une balle de tennis pour restituer ce que c'est qu'un match de tennis. Enfin, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Parce que t'es du point de vue de l'être humain et jamais de la balle, quoi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, sur ça, moi, sur le tennis, je trouve que le film Wimbledon avec Kirsten Dunst est pas mal. Moi, je trouve que, enfin, t'as beaucoup plus joué au tennis que moi, mais ma take sur le tennis, et je trouve que Wimbledon parle un peu de ça, c'est comment tu fais pour rester concentré dans ce sport de merde. Exactement, ça c'est vrai. Et pour moi, c'est ça le sujet. Et Wimbledon raconte bien ça. Il y a vraiment un truc en fait, comment tu gères tout ce qui... Enfin, au tennis, t'as vraiment énormément de temps entre les points, machin, et c'est interminable. Et en fait, tu peux être très bon, mais c'est très très dur de garder la concentration pendant la longueur d'un match de tennis, quoi. C'est vrai que j'avais pas conceptualisé comment on pourrait traiter le sujet de jouer au tennis, et c'est vrai que c'est un sport très 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 mental. C'est-à-dire que ça se joue autant entre les points que pendant les points, ou au moment où tu lances ta balle pour faire ton service. Ouais, c'est ça. Si t'es en train de te dire putain, je vais faire une faute,
bah tu l'as fait en fait, c'est Exactement. sûr. Ouais, c'est ça le bon angle pour parler du tennis, c'est pas un putain de ménage à trois. Après, ça m'a énervé ce film. c'est aussi que Challengers, enfin, on peut aussi accepter le fait que c'est pas un film sur le tennis, quoi. Enfin, que ça soit un film plus sur le ménage à trois. Même moi, je trouve le film horrible par plein d'aspects, mais et même sur le côté ménage à trois. Enfin, à chaque fois, je dis ménage à trois, mais c'est pas un ménage à trois, c'est un triangle amoureux. Même sur le côté triangle amoureux, je trouve ça pas très intéressant. Tout ça pour dire que pour revenir à Marty Suprême, le truc c'est que c'est quand même filmé, le tennis de table est filmé à la manière des Safdie, donc en sorte de caméra, comment dire, il y a une effervescente. sorte de, ouais, réaliste, enfin tu vois, qui va être toujours un peu, qui va bouger, qui va transpirer un peu, qui va être là. Et donc là effectivement, ce qui était important, c'était que Chalamet joue vraiment au tennis de table. Donc apparemment, il a bossé pendant 4-5 ans pour pouvoir bien renvoyer la balle. Donc en fait, t'as ça. Mais 4-5 ans putain. Bah, je crois, c'est ce qu'il a dit. En fait, c'est que du coup, t'as des vrais échanges. Il n'y a pas des cuts dans tous les sens. C'est-à-dire que parfois, t'as des échanges où t'as la caméra qui filme le truc. Mais c'est du coup pas très impressionnant parce que ça reste Timothée Chalamet. C'est-à-dire qu'en fait, tu refais le même film avec les frères Lebrun. Qui ont d'ailleurs refusé de participer au film. T'as forcément des échanges plus impressionnants, quoi. Mais bon, là, et vraiment, c'est une très petite partie du film, en fait. Enfin, ça va plus ressembler à After Hours ou des trucs comme ça, enfin, des trucs de personnages. En fait, ça ressemble aussi à Uncut Gems, c'est cette sorte d'interminable course en avant où les galères s'enchaînent et en fait, tu penses te sortir d'un truc et en fait, il y a un nouveau truc encore pire à gérer et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est ça, quoi, tout le temps. Donc, voilà. Mais c'est bon film, mais en fait, au petit jeu de maintenir l'attention en permanence et être inattendu et être hyper rythmé et intense en racontant pas grand-chose au fond, je trouve que le film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, est beaucoup, beaucoup plus réussi. Okay. Pour moi, c'est deux exemples en fait, de cinéma qui prétendent être un peu politique et en même temps, franchement, qui racontent pas grand-chose, mais qui sont quand même des démonstrations de maîtrise de cinéma, de rythme, de mise en scène, de photos, de tout ça. Mais vraiment, Paul Thomas Anderson, si tu compares ces deux films, me paraît vraiment très au-dessus, quoi. C'est marrant, j'aurais pas pensé à cette comparaison, mais en connaissant pas Marty Suprême, en l'ayant pas vu. Comme ça a été le cas sur toute leur filmographie en même temps. Mais oui, là je fais cette comparaison plus dans le côté... et puisqu'on va parler des cérémonies, c'est aussi deux films qui sont opposés aux Oscars, d'ailleurs. Ah oui. Oui, d'ailleurs, j'ai même pas regardé qu'est-ce qu'on a comme meilleur film possible, Oscar du meilleur film cette année. Il y a beaucoup de films. Ah oui, il y en a 10. C'est genre, il y en a 10. Ah oui. Ouais. Et alors d'ailleurs, en parlant de films que j'ai vus récemment, j'ai aussi rattrapé des films pour les Césars, enfin des films qu'on avait du coup pas cités quand on a fait notre bilan en 2025 parce que je les avais pas vus, mais que du coup j'ai regardé parce qu'ils étaient nommés au César, et j'ai notamment vu Nino et L'Attachement. Et ces deux films qui ont été récompensés du coup. Meilleur film, L'Attachement d'ailleurs, si j'ai bien suivi la cérémonie. Exactement. Ok. Et Nino, meilleur premier film, c'est ça? Ouais. Donc j'avais eu le nez creux, enfin en même temps c'était pas compliqué parce que j'ai juste vu les films qui étaient nommés que j'avais pas vus. Est-ce que c'est j'étais content de les avoir vus avant la cérémonie parce que sinon pendant la cérémonie je me serais dit mais c'est quoi ces trucs que j'ai pas vus et qui sont récompensés, est-ce que c'est vraiment bien et tout. Moi c'est un peu l'effet inverse. Ouais. En fait par exemple L'Attachement ça m'aurait jamais branché, même un film nommé. Et en fait, je suis très intrigué par le fait que ce film ait été désigné meilleur film par plein de gens, du coup, et par plein de gens qui aiment le cinéma. Ouais. Alors que j'ai l'impression qu'un film comme ça, il en sort tous les mois, quoi. Sur cette histoire-là, Ouais. Après, il y a une façon, évidemment, de traiter le sujet et tout. Bah, moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Bah, j'ai beaucoup pleurer, quoi. Enfin, on est vraiment sur un mélodrame, un truc qui te fait pleurer parce que c'est. Alors ça raconte quoi précisément? Ouais, le pitch déjà, il est assez hardcore. C'est en gros Valérie Bruni Tedeschi qui est célibataire et qui vit seule dans son appartement et ses voisins sonnent à sa porte et lui demandent de garder leur petit garçon parce que la mère est enceinte et elle doit aller accoucher, quoi. Et ils y vont,
c'est Pio Marmaille, le père. Elle garde le petit garçon donc pendant que sa mère est censée accoucher, et Pio Marmaille revient, et en fait la mère est morte pendant l'accouchement, quoi. Ok. Et du coup, le père, Pio Marmaille, il a un bébé plus son fils. Et après, bon, il y a d'autres trucs que je vais pas révéler, mais il y a plein de rebondissements. Et le film, du coup, va raconter cette sorte de relation un peu informelle qui est juste la voisine, mais en fait, elle rentre un peu dans la vie de Pio Marmaille à un moment très intense de son existence, quoi. Et comment tu peux ou pas faire famille de manière comment dire Non comment officiel. des relations se créent en fait entre les gens, et après il y a plein d'autres personnages qui vont intervenir, et c'est très très délicat, très fin. Enfin c'est marrant parce que j'ai pensé devant le film, justement parce que c'est un mélodrame, à d'autres réals qui auraient traité ce genre d'histoire. Moi, il y a 3 noms qui me sont venus. Douglas Sirk dans le côté très américain à l'ancienne, Almodovar avec son style, et Claude Sautet. Et c'est marrant parce que je pense que les 3 auraient réalisé 3 films très différents sur exactement le même scénario. Et en l'occurrence, Karine Tardieu a encore une autre approche qui m'a paru intéressante, très délicate, très fine sur des tout petits détails d'interaction entre les personnages, sur des trucs vraiment très subtils. Ok. Dans plein de moments, t'es sur des situations, ça, il y a pas de plan préécrit pour comment tu gères cette situation, quoi. Et pourtant, ça arrive dans la vie, quoi. Ok, moi je vais finir par le voir du coup parce que c'est vrai que J'essaye de pas trop en dire parce qu'en fait il y a plein de trucs justement qui se dévoilent petit à petit dans l'histoire qui complexifient en fait les relations entre les personnages, et en fait tout le monde est un petit peu paumé en fait dans ce genre de situation. Comme je le dis, c'est pas censé se passer en fait ce genre de truc, et en même temps ça arrive. Mais c'est marrant parce que tu cites Almodovar et on m'aurait dit ce pitch-là en me disant c'est un film d'Almodovar. J'y allais tout de suite. Et en fait, c'est vrai que Karine Tardieu, j'ai pas vu ses autres films. Et pareil, ses autres films, ça me tentait pas les synopsis. Et donc, du coup, j'ai peut-être raté l'éclosion d'une cinéaste qui a sa propre patte, sa propre approche. Et donc, c'est l'occasion de le rattraper, ouais. Ouais, mais t'as raison, parce que alors moi pareil, du coup ça m'a donné envie de voir ses précédents films. J'en avais entendu du bien par certaines personnes, et je sais pas pourquoi j'étais un peu resté à distance, et notamment sur le pitch de ce film-là, ça m'avait un peu dissuadé de le voir en salle. Je crois que j'en avais entendu parler, et il me semble même que Vimala Ponce et Pio Marmaille étaient dans le Floodcast pour faire la promo au moment de la sortie. Et je les avais trouvés très marrants et très sympas ensemble. Et j'avais découvert qu'ils se connaissaient depuis très longtemps. Ok. Et malgré tout, j'étais pas allé voir le film parce que je me disais, on va être sur comme tu dis, quoi, le genre film français plombant. Je trouve qu'elle en fait un truc très réussi, très délicat. Et pour le coup, qui est ce que j'imagine, même si j'ai pas vu ses autres films, dans sa patte personnelle, et en tout cas très différente de ce qu'auraient fait d'autres cinéastes en prenant ce sujet, quoi. Donc du coup, toi qui as vu tous les nommés au César du meilleur film, c'est aussi ton César du meilleur film ? Non, je pense pas. Attends, est-ce que je me rappelle plus des nommés maintenant, du coup. Il y avait Dossier 137, Nouvelle Vague, La Petite Dernière et Un Simple Accident. Ouais, Nouvelle Vague, moi ça aurait été Nouvelle Vague. Ah ouais. Film que j'avais pas cité d'ailleurs, parce qu'on avait fait cette histoire de catégorie, mais je l'avais pas cité dans mes films préférés de 2025, et c'est quand même, je pense, un de mes films préférés de 2025. Moi, je suis super fan de Linklater, et le projet est assez fou, un réalisateur américain qui arrive et qui, en fait, avec une équipe 100% française, des jeunes comédiens qui ont quasiment, pour la plupart, jamais fait de cinéma, et il leur fait rejouer l'éclosion d'un mouvement qui va inspirer le cinéma mondial. Enfin, je trouve ça hyper audacieux. Et le film parle, en fait, comme beaucoup des autres films de Linklater, s'interroge sur c'est quoi la jeunesse, en fait. C'est quoi quand t'es jeune et con, pour citer le poète. Qu'est-ce que tu, enfin, en fait, t'as besoin d'être ça, t'as besoin d'être naïf, en fait, pour créer, peut-être, quoi. Et je trouve le film, bien au-delà de ce dont j'avais peur, c'est le côté un peu fétichiste. C'est ce que j'avais pas trop aimé, le côté un peu fétichiste, cynique, que j'avais trouvé dans le film d'Azanavicius sur Godard. Ouais. D'ailleurs, c'est potentiellement assez éloigné de ce qu'était la réalité de cette époque ou de ces gens-là.
Mais en tout cas, ce que raconte le film, c'est une bande de jeunes qui sont pleins d'espoir dans la création, quoi. C'est ce dont j'avais peur aussi, en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai pas vu le film. C'est que j'avais peur que ce soit un film pour les cinéphiles avec un grand C, qui connaissent tout de Godard et tout, et de Truffaut et de la Nouvelle Vague, et qui vont comprendre les petites refs et tout. Tu me rassures un petit peu, même si ça me donne toujours pas envie de le voir, parce que ça me gêne, en fait, les imitations, quoi. Un faux Belmondo et un faux Godard et tout, l'idée me plaît pas, quoi. Même si l'imitation a l'air super, je préfère voir des interviews de Godard et de Belmondo que de voir une histoire avec des gens qui singent ces personnages-là, quoi. Ouais, donc là, c'est vrai qu'ils sont à fond dans l'imitation et ils vont même, enfin, là où c'est presque bizarre, c'est qu'il va y avoir de l'imitation même sur des personnages qui ont pas vraiment d'existence publique ou qui sont très méconnus, donc du genre Pierre Rissian ou enfin, donc ça c'est clairement c'est un aspect du truc. Mais enfin, en fait, c'est aussi un peu un film sur des bras cassés, quoi. Enfin, ou des gens qui sont delusional enfin, qui se prennent pour des champions alors qu'ils savent pas encore faire. Et en même temps, c'est ça que tu peux attendre d'eux. Enfin. Oui, c'est plus universel qu'une biographie des débuts de la Nouvelle Vague, quoi. En fait, je pense que le film est très très universel en réalité, tout en traitant un sujet très très précis et très référencé, etc. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que je me suis dit, en fin de compte, bah, c'est très parent de ce qui est raconté dans Boyhood, dans Everybody Wants Some, dans Dazed and Confused, et même dans Before Sunrise, deux jeunes qui se rencontrent et qui découvrent l'amour, en fait, en même temps qu'ils se découvrent tous les deux, quoi. Il y a le côté, l'innocence et la naïveté sont des choses qui permettent de faire des trucs incroyables, quoi. C'est ça que je trouve intéressant. Ok, donc c'était ça ton César du meilleur film, du coup. Ouais, je pense que si j'avais voté, j'aurais... Avis à l'Académie, si vous voulez nous envoyer les accès pour la prochaine, on est chaud. Et non, et du coup, la dernière grosse découverte que j'ai fait en revoyant les films des Césars, c'est Nino. Ouais. Où pareil, j'avais vu la bande-annonce au moment de la sortie salle, mais je pense que c'était dans une période où j'avais pas trop le temps d'aller au cinéma. Et j'ai trouvé, le film m'a vraiment beaucoup fait réfléchir sur la notion de comédie, en fait. Enfin, j'ai trouvé tout le film est un peu marrant. Et en même temps, c'est jamais très appuyé. Enfin, les gags sont pas vraiment appuyés. Et en même temps, tu racontes toutes les scènes et tu dis que c'est réalisé par les frères Farrelly et ça peut marcher, quoi. Enfin, et c'est, ouais, il y a littéralement une scène où, en gros, c'est un mec de 29 ans qui apprend qu'il a un cancer. Et, en gros, on est le vendredi. Il va devoir commencer la chimio le lundi. Il faut qu'il trouve quelqu'un pour l'accompagner pour aller à la chimio. Et puis aussi, ça serait pas mal, comme la chimio risque de le rendre stérile, qu'il remplisse un petit pot qu'on lui donne de sperme. Et en fait, il galère parce qu'il y a trop de monde au service procréation. Et donc, il va dans un café en face. Et en fait, il y arrive pas. Enfin, et en fait, toutes ces scènes... si tu veux les jouer en mettant à fond les potards de la comédie, enfin ça devient vraiment de la pure comédie, parce qu'en plus après il sort des shots où il a essayé en vain de se branler pour remplir son pot, et il tombe sur une copine du collège qui est avec son fils, et là il sait pas quoi lui dire, et enfin mais c'est pas traité de manière marrante, ou c'est des situations marrantes traitées de manière dramatique, ou c'est des situations middle drame, middle comédie, et tu en fais un peu ce que tu veux en tant que spectateur. Bah, je pense que t'en fais un peu une intention comique, quoi. Je pense que c'est que des gens un peu marrants et un peu dépressifs qui ont été rassemblés pour fabriquer ce film. En même temps, quand même, dans le rythme et dans la musique et machin, on est quand même plus du côté du drame. Et en plus, le sujet, enfin, c'est quand même assez dramatique. Mais potentiellement, tu peux rire d'un peu tout, quoi. Et il y a même du coup un personnage féminin qui a la copine du collège en question, qui à un moment il lui raconte son histoire et toutes les galères qu'il a eues pendant la nuit, parce que c'est aussi un film un peu la After Hours où il enchaîne les galères et en fait rien ne va, et il lui raconte ça et elle le regarde et elle peut pas se retenir d'exploser de rire, quoi. Enfin ouais, tu peux choisir de te marrer de ça, quoi. Oui, donc c'est dit dans le film. Enfin, la question de qu'est-ce qu'est un drame, qu'est-ce qu'est une comédie est dit dans le film, en fait, est adressée dans le film avec cette scène-là. Finalement. Ouais, je trouve avec cette scène-là, même si d'un point de vue méta, le film est peut-être
tire plus du côté du drame quand même. Alors tu t'as jamais des éclats de rire parce que justement la mise en scène n'appuie pas ça. C'est un film quand même sur un mec de 30 ans qui a un cancer et tu peux regarder tout le film avec le sourire, quoi. Et l'acteur est très bon alors du coup. Mais l'acteur est super, ouais. Tous les acteurs du film sont très bien. Donc voilà, pas mal. J'ai vu plein de trucs. Une belle watchlist en plus de ce que j'avais déjà à voir. Et au César, il y a aussi La femme la plus riche du monde. En fait, j'avais pas du tout envie d'aller voir ce truc, mais tous les extraits que j'ai vus au César, ça me donne vachement envie de le voir. Et notamment, j'ai envie de voir Laffitte. Et il me semble que tu avais dit que tu avais vu la bande-annonce et que tu trouvais que t'avais l'impression que Laffitte allait trop loin. C'était sur Laffitte. Et moi, ça me plaît, ça. Le moindre extrait que j'ai vu de ce film me donne absolument pas envie de le voir. Moi, ça m'a paru horrible. Ok. faut voir. Bah, j'irai en éclaireur. Et vas-y en éclaireur. Vas-y, pour moi, je vais te ralentir. et j'avais vu Dossier 137. Ça, je l'avais vu à la sortie en salle. C'est un peu convenu sur le sujet, mais... Ouais, mais c'est pareil. Moi, Dominique Moll, j'adore tout ce que j'ai vu de lui, mais est-ce que c'était une petite année de cinéma ou une année où les sujets étaient un peu bateaux, ou est-ce que c'est moi qui ai plus envie d'aller au ciné, quoi? Parce que j'ai l'impression de faire cette réflexion sur tous les films. Je vois la bande-annonce et je me dis, ouais, bof, peut-être. Et finalement, je me retrouve à rien voir, quoi. Ah, bah, c'est ça. C'est toi qui es en train de dévisser, là, Hugo, à mon avis. Ok. Dites-nous aux commentaires si je suis le seul à dévisser. Et dans tout ça, à l'aube de la guerre en Iran, Franck Dubosc qui reçoit un César. Oui, alors d'ailleurs l'enchaînement entre le discours de Golshifteh Farahani et Dubosc qui monte sur scène, je me suis dit mais putain comment il va faire? La séquence elle est incroyable parce que vraiment elle fait un discours d'une intensité folle avec en plus Jafar Panahi qui est nommé dans la catégorie. Donc en fait t'as l'impression que c'est quasiment obligatoire que ça va être lui qui va avoir le prix. Et là il y a Franck Dubosc. C'était assez fou. Après, il y a Franck Dubosc qui débarque avec sa co-scénariste. Ouais. Elle a fait tampon. La co-scénariste dit un truc, ouais, voilà. Elle dit un truc mignon qui fait une petite transition. Mais c'est vrai que quand j'ai vu après le discours de Golshifteh Farahani les 5 nommés, je me suis dit putain, si c'est Franck Dubosc, c'est le pire moment pour recevoir un prix alors que t'es le comique qui réclame son César depuis 20 ans et tout, quoi. Ouais. Mais voilà, il s'en est pas trop mal sorti. Et après, je trouve que j'adore Franck Dubosc et j'aime bien le film, mais il aurait dû l'avoir pour plein d'autres choses avant ça, je trouve. Bah, il aurait dû l'avoir en tant qu'acteur, non? Enfin, plutôt. Ah oui, non, pas forcément pour scénariste, mais il a jamais été nommé pour rien. Ouais. Et il est nommé pour ce scénario qui est sympa, mais est-ce que ce scénario est meilleur qu'un simple accident de Jafar Panahi ou de Nino que j'ai pas vu au dossier 137? Bah, je pense clairement pas. En fait, il a très bien réussi sa campagne pour les Césars en faisant son sketch l'année dernière et tout, quoi. Enfin, il y a eu un truc où il a créé une hype, Franck Dubosc, où les gens se sont dit, allez, ça serait marrant de voter pour ça, non? Enfin, je sais pas. Bah, en fait, j'ai l'impression que depuis quelques mois, effectivement, Dubosc qui raconte que avoir fait ce sketch, il a complètement switché, il est devenu crédible et tout. Et presque, enfin, avant les nominations au César, il parlait déjà des Césars en disant ah, ce serait quand même pas mal que je sois nommé et tout, comme si c'était une évidence qu'il allait être nommé finalement presque. Et il finit nommé et même récompensé, quoi. Mais je pense qu'il y a une sympathie qui s'est cristallisée sur lui depuis, peut-être pas depuis le début camping et tout, mais il y a peut-être une loi à trouver sur au bout de combien d'années un amuseur qui est considéré comme une merde finit par devenir quelqu'un de respectable. Parce que ça s'est passé avec De Funès, ça s'est passé avec Pierre Richard, ça s'est passé avec plein de gens. Et maintenant, c'est le moment de Franck Dubosc et peut-être que j'allais dire un truc excessif, mais peut-être que Philippe Lachaud ou des gens comme ça, dans 20 ans, ils seront nommés pour autre chose, alors qu'ils pourraient avoir oui, c'est ça, nommés pour des trucs marrants qu'ils ont fait. Et il y aura la rétrospective Philippe Lachaud à la Cinémathèque. Et pourquoi pas? Ouais, en fait, pour le coup, moi je pense que son truc du discours a vachement contribué, quoi. Enfin, il y a une logique aussi de faire campagne, d'être présent dans la tête des votants. Enfin, je pense que ça se joue. Il y a un effet d'entraînement, quoi. Et il y a quand même eu beaucoup de retombées sur son sketch, quoi. Il disait lui-même. Enfin, il y a eu je sais pas combien de millions de vues sur les réseaux sociaux. Enfin, et donc je pense que ça peut contribuer aussi à retourner
l'image. Mais c'est vrai que les sketchs des Césars, quand ils les diffusent sur YouTube, il y a pas mal de vues. Hein. Déjà sur les sketchs des derniers Césars, là, il y a plein de vues sur Alison Wheeler et des gens comme ça. Ouais. C'est une cérémonie qui est pas considérée comme très vue par les gens, j'ai l'impression. Un peu l'entre-soi du cinéma français et tout. Mais quand même, les sketchs finissent par résonner chez les gens, quoi. En fait, l'avantage du sketch isolé, c'est que t'es détaché du reste. Donc, t'as pas le problème de l'enchaînement et des switches d'ambiance hyper violents parfois. Parfois, tu passes d'un truc sinistre, du magnéto des morts à une blague à la con et tout ça. Et il y a aussi la durée de la cérémonie où c'est interminable. Donc parfois, tu as juste envie que ça avance vite et que les sketchs soient écourtés. Parfois, tu veux que les discours soient écourtés. Enfin, ou tu peux avoir un discours au contraire qui est émouvant. En fait, ils commencent à mettre la musique. Enfin, en fait, le timing et le rythme des trucs dans la cérémonie, c'est un paramètre compliqué. Et ouais, en fait, quand tu isoles des passages, ça peut mieux fonctionner, quoi. Et sur l'ensemble, c'est toujours un peu laborieux quand même. Mais tu vois, s'il avait fait un sketch il y a 10 ans au César, peut-être qu'il aurait pas... Enfin, il y avait peut-être aussi un timing qui correspondait bien. En fait, il fait moins de films type Patrick Chirac depuis quelques années. Oui, et puis il a eu un peu un arc de rédemption et tout, parce qu'il a eu un moment où, au moment des Gilets jaunes, où c'était un peu mal passé pour lui, c'était un peu paumé, enfin... Il a un peu mangé son pain blanc, il revient. Enfin, je pense même lui, il doit aussi prendre... manger son pain blanc, manger son pain noir. Non, je sais plus. Il a mangé tous ses pains là. Il a mangé tous ses pains. Il a multiplié il vient de manger les son pains. pain blanc. Et... ouais. Mais bref, tout ça pour dire que effectivement, enfin comme tu dis, il faut, le timing est hyper important. Pour moi, Franck Dubosc, il a quand même traversé le désert artistiquement assez récemment en fait. C'est-à-dire que il a fait les campings qui pour moi, enfin le premier camping est pour moi un super film, enfin une super comédie. Moi, il y a d'autres films que j'aime beaucoup avec Dubosc, notamment Incognito, des films comme ça, qui n'ont pas du tout été reconnus à leur juste valeur, je trouve. Ils le seront peut-être dans 30 ans, il y aura des expos et tout. Mais après, il est allé trop loin sur ce truc, il a fait All Inclusive et des films comme ça. Et à un moment donné, il a dû se dire, j'en ai marre de ça. Et il a essayé plein de trucs, et ça a été que des foirades, quoi. Notamment le film de Michel Denisot, là, des trucs comme ça. Ah ouais. Et en fait, je trouve que... Alors, le premier film qu'il a réalisé, qui est une comédie romantique avec Alexandra Lamy, était pas mal. Mais après, il s'est un peu foiré sur le deuxième film. Et là, il réémerge. Et en fait, peut-être qu'il a réussi à se faire oublier en faisant que des flops ou des films dont l'intelligentsia n'a pas tellement entendu parler, quoi. 10 jours sans maman, les films comme ça, c'est vraiment des films pour enfants. Donc, c'est même plus... je pense dans l'esprit des votants au César, c'est même plus du cinéma, quoi. Ça n'existe pas, quoi. Et donc du coup, il revient un peu frais avec ses lunettes élégantes là. Et ses lunettes d'intello. Et voilà, c'est le chemin le chemin de croix qu'il faut faire pour se racheter une street cred auprès du métier. Ouais. C'est ma théorie. Mais t'as raison que par exemple, objectivement, ce qu'il fait en second rôle dans Incognito, ça devrait être mieux récompensé, quoi. Enfin, je sais pas quels étaient les nommés au César cette année-là, mais il aurait totalement eu sa place en second rôle. D'autant que souvent les seconds rôles, ça arrive souvent que ce soit des acteurs comiques en second rôle. Okay. Mais lui, il a jamais eu droit à ça, quoi. Mais c'est aussi à cause du stand-up. Enfin, il était considéré comme faisant de l'humour vulgaire, quoi. Et même le fait qu'il joue en slip un rôle principal dans une saga à succès, c'est mort, quoi. T'es foutu. En fait, globalement, le côté populaire est pas ce qui réussit le mieux au César, quoi. Après, ça dépend parce que les visiteurs, par exemple, ont été nommés. Ça. En fait, faut être un méga phénomène. Le dîner de con a été nommé. Ça dépend peut-être aussi de l'époque. Oui, et après, il y a aussi des cas. Il y avait eu le cas d'Intouchable avec Omar Sy qui bat du jardin l'année de vie artiste. En réalité, le côté effectivement sympathie est hyper important parce qu'en fait, comme c'est les gens de la profession, l'image que tu dégages dans le milieu et la manière dont les gens parlent de toi dans le milieu, quoi. Donc, au-delà de est-ce que tu es aimé par le public, c'est est-ce que les gens vont te dire en discutant entre eux, lui je l'ai croisé à la table régie, en vrai il est très sympa. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça qui joue, quoi. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre le nombre de Césars obtenus et la sympathie des gens, quoi?
Je sais pas. Parce qu'Adjani a eu 4 ou 5 Césars quand même, mais elle est pas considérée comme très sympa. Donc, Ouais. Bah, et d'ailleurs, en fait, t'as ce truc où un des exemples criants de ça, c'est Keshish, qui a été au début de sa carrière hyper célébré par les Césars, avec, Ouais. enfin, il y a des cérémonies où il a tout gagné, et à un moment donné où il a été mis au banc de la profession parce que à cause de tout ce qui est sorti sur les conditions de tournage et tout ça. D'ailleurs, il avait un film cette année, même les acteurs du film n'ont pas été dans. Et d'ailleurs, j'ai très peu entendu parler du film. Alors, il y a eu 2-3 articles dans la presse très spécialisée, mais Ouais, de toute façon, là, ça s'est même un peu détaché de Keshish et en fait, sa disparition des Césars, elle date de bien avant. En fait, si je dis pas de bêtises, ouais, dès l'année de la vie d'Adèle, alors qu'il a eu la Palme d'Or, il est quasiment absent du palmarès des Césars. ah oui. Et du coup, toute la suite, il y est pas non plus, quoi. Oui, en gros, oui, du coup, Keshish, comme tous les gens qui sont accusés d'aller trop loin sur les tournages, à notre époque, ça commence à être éliminatoire, quoi. Le dernier truc, ça a été Polanski, quoi. Et ça a tout... Après, il y a un autre aspect, c'est que justement, depuis Polanski, il y a eu beaucoup de remous dans le corpus de votants, quoi. Enfin, je sais pas si le terme est corpus, mais dans les oui, les personnes même la direction, ouais. Ouais, Tout mais a en un fait, peu changé, la ouais. direction a changé et du coup, il y a des règles ont changé et les votants ont changé aussi. Enfin, il y a eu un gros renouvellement aussi. Donc ça, Ouais. ça a un impact. Et d'ailleurs, le dernier truc qui m'a un peu marqué sur ce palmarès des Césars, c'est qu'il y a plus que d'habitude de variété dans le palmarès par rapport aux nommés. Oui, J'ai c'est vrai, l'impression. ouais. Donc il y a toujours le même phénomène t'as l'impression qu'il y a eu que 5 films dans l'année si tu regardes les nommés, mais les prix sont un peu répartis entre les films. Ouais, c'est vrai. Bah d'ailleurs, Karine Tardieu, elle l'a dit dans son discours à la fin que c'était cool, c'était à peu près égalitaire la façon dont étaient répartis les prix, ouais. Après, c'est toujours un peu les mêmes quand même qui gagnent. Léa Drucker. Enfin non, je dis ça, mais c'est pas complètement vrai. Genre Pierre Lotin, il me semblait qu'il avait déjà gagné, et en fait non, il avait été nommé, mais... Il avait été nommé pour un fanfare ? Ouais, meilleure révélation masculine d'ailleurs. Okay. C'était l'an dernier d'ailleurs. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il est là depuis des années maintenant. Et il avait été battu par le mec de l'Amour Ouf qui n'a fait que l'Amour Ouf, c'est ça ? Ah, je sais plus. Parce que j'ai pas trop compris le sketch du gars. Je reconnaissais même pas qui c'était en fait au début, mais bon, bref. Ouais, il était marrant d'ailleurs son sketch, mais c'est vrai que c'est mieux si on sait qui c'est. Tu vois le gars. Ouais, après, il a dit qu'il venait de l'Amour Ouf, donc pardon, tu voulais dire un truc ? Non, je disais que j'avais noté, donc effectivement le sketch d'Alison Wheeler, j'ai trouvé ça assez marrant. Bon, après c'est son boulot, donc. Bah des fois, il y en a dont c'est le boulot qui s'en sortent pas bien. Et en mot d'auteur, le truc avec Pauline Clément qui dit avoir le bon costume, c'est déjà faire la moitié du chemin. J'ai trouvé ça très marrant. C'était le meilleur sketch, ça. J'ai trouvé que c'était le meilleur sketch de A à Z, quoi. Enfin, vraiment, j'ai ri tout du long. C'était drôle, bien écrit, enfin, bien foutu, quoi. D'ailleurs, Pauline Clément, je trouve qu'on la voit pas assez au cinéma parce qu'elle est vraiment très marrante. Elle était dans, je sais plus si ça existe toujours, Yes Vous Aime, le groupe d'humoristes dont faisait partie Bertrand Muscla aussi. Elle était dans Brut aussi. Ouais, du coup, dans Brut. Et elle joue dans Heureux Gagnant aussi, qui est une comédie pas mal. Ouais, qui est sorti il y a pas très longtemps. Et elle joue, c'est un film à sketch. Et en gros, elle joue à peu près dans le meilleur sketch du film. Elle est super aussi dedans. C'est un film à sketch autour de gagnants au loto, quoi. Et de tout ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, elle va jouer cette année dans un film de Bertrand Muscla qui s'appelle De la Comédie Française. Ouais. Avec que des acteurs de la Comédie Française sur la Comédie Française. Et je crois que c'est elle qui joue le rôle principal. Ouais. Et d'ailleurs, à l'Alpe d'Huez, il a gagné quasi tous les prix, ce film. Donc, je l'attends avec impatience. Oui, du coup, en fait, on va peut-être, si le film a du succès, elle peut vraiment s'affirmer et devenir, avoir beaucoup plus de succès, en fait, elle aussi. Ouais. D'autant qu'elle a fait un bon sketch au César et comme chacun sait. Et on sait que c'est la voie royale. Bah ouais. Bah déjà, le fait d'être mettant au César, je pense que c'est qu'il y a une certaine reconnaissance. Donc c'est cool de voir des nouvelles têtes. Là, pour le coup, il y a même un côté Inception. Elle fait un truc en costume un peu genre comédie française, de la comédie française, quoi. On est presque dans un teaser du film. Ouais. C'est la stratégie de marketing qui va trop loin. Tout ça pour dire que je sais pas s'il y aura des comédies récompensées aux Oscars. Alors je vais regarder ce qu'il y a, tiens. 2026,
Alors dans les 10 films, on a donc Marty Suprême, il y a un petit côté comédie, non? Ça, Pas très marrant quand même. Ouais, non, okay. c'est pas une comédie. Enfin, il peut y avoir des petits passages marrants, mais c'est vraiment pas une comédie. J'essaie de faire le fond du tiroir pour trouver des comédies, mais il y a pas tant que ça. Il y a F1. En fait, je dirais même qu'il y a plus de comédie dans D'une bataille après l'autre que dans Marty Suprême. Ouais. Valeurs sentimentales, L'agent secret, Hamnet, Sinners, et il y a Bugonia qui était un petit peu marrant. Ouais. Pas complètement non plus. Et il y a Train Dreams, je sais pas ce que c'est ça. Et Frankenstein aussi, de Del Toro. Ça a pas l'air très marrant. Donc on est sur pas du tout de la comédie globalement. En fait, le personnage le plus comique là de tous les nommés aux Oscars, ça va être Sean Penn dans Une bataille après l'autre, quoi. Ouais, ou même DiCaprio. Enfin, ou DiCaprio, oui voilà, oui c'est vrai. Mais après, souvent, pour être récompensé dans une cérémonie de récompense, il faut pas être que comique, quoi. C'est bien d'être comique chez Paul Thomas Anderson, dans une intrigue de thriller. Ouais. C'est plus compliqué si tu fais, si t'es en slip à Arcachon, quoi. Mais d'ailleurs, Jim Carrey qui était au César, il a jamais été nommé aux Oscars, quoi. Ça c'est fou aussi. Ah ça c'est fou là. Ah ça j'avais pas j'avais pas cette info. Même parce que pour le coup, il s'est fait chier à faire des rôles pas vraiment comiques pour pouvoir avoir des Oscars, quoi. Bah il a eu deux Golden Globes du coup pour Truman Show et Man on the Moon, mais pas de nomination aux Oscars. C'est les deux que j'aurais cités qui sont deux films où enfin ouais, tu pouvais complètement lui filer l'Oscar là-dessus. Ouais. Parce que j'étais en train de me dire son César il va le mettre sur sa cheminée à côté de quoi en fait. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Et en fait, il a 2 Golden Globes, c'est quand même pas mal. Ouais. Mais il a 2 Kids Choice Awards, 2 Blockbuster Entertainment Awards, et c'est tout. Rien d'autre. Ou alors des petits awards par-ci par-là, mais en fait, c'est assez prestigieux pour lui d'avoir un César, quoi. Parce que je me dis souvent, les Américains qui débarquent ou les Canadiens, au César, ils s'en foutent un peu du César, quoi. Ils le foutent dans leur remise, quoi. Mais pour lui, je pense que ça a du sens. Et d'ailleurs, le discours qu'il a fait, l'effort qu'il a fait de parler en français et tout, je pense que c'est parce que c'est une vraie récompense pour lui. Il a respecté le truc, il était ému, machin. Ouais. Bon bah, c'est pas lui qui est venu. C'était un faux gars, mais bon. Non, mais ouais. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très chouette, le fait de faire venir, j'ai oublié son nom, mais le mec qui fait la VF. Emmanuel Curtil, ouais. Bah, mais j'étais étonné que Jim Carrey n'ait pas du tout la connaissance de ce gars, en fait. C'est un inconnu qui est monté sur scène pour lui. Un inconnu qui a expliqué qui il était, mais ouais. Du coup, il y avait un truc un peu. Ouais, mais pour le public, en tout cas, là, on est dans les quelques exemples où, effectivement, quand le mec parlait, enfin, en tout cas pour moi, ça a beaucoup été la voix de Jim Carrey, parce qu'en fait, il y a plein de films de Jim Carrey que j'ai vus en VF, que j'ai découvert en VF. Ouais, moi aussi, ouais. Donc, c'est pas forcément le cas avec tous les acteurs, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, Jim Carrey voyait pas qui c'était, et le gars, Emmanuel Curtil, disait qu'il n'avait jamais eu l'occasion de le rencontrer, en fait. Ouais. Même finalement, je crois qu'ils se sont même pas serré la main au César, là. Ils ont pas eu le temps de se voir en dehors de. Ils se sont toujours pas vus. Ouais. Mais en tout cas, c'était cool que ce métier-là ait été représenté une fois au César, parce qu'en fait, à part ça, il y a jamais eu trop de. Alors effectivement, quand il y en a un qui meurt, il y a sa photo dans le truc des morts, mais c'est tout, quoi. On les voit jamais, et c'est un métier qui fait quand même partie du cinéma français. Ouais. Et on n'en parle jamais. Et on aurait pu avoir des Césars du meilleur doublage ou des choses comme ça, mais ça n'a jamais été le cas. Après, d'aucuns disent que un doubleur massacre la performance initiale des films, et du coup que ça incite les gens à avoir une version dégradée des films. Bah, ou améliorer, hein. Dans certains cas, il y a aussi des gens qui défendent. Et encore, je connais des gens, ou même peut-être toi, il y a des films que tu peux peut-être préférer en VF pour des raisons nostalgiques ou autres. En fait, aujourd'hui, j'ai vachement de mal à voir des films en VF, y compris ceux que j'ai découverts en VF, parce qu'effectivement, j'ai la sensation de pas vraiment voir le film. En revanche, s'il n'y avait pas eu Emmanuel Curtil, j'aurais pas vu The Mask quand j'étais petit, parce qu'en fait, il y avait que des VHS en VF, et pour voir un film avec Jim Carrey, c'était ça le moyen de le faire, quoi. Il y avait pas de. En fait, ça a vachement changé depuis notre enfance aussi. C'est ça qui est. Est-ce que le doublage est voué à rester aussi important en France maintenant que les gens sont habitués à voir les films en VO et tout? Bah après, je suis pas sûr, déjà, quoi. Est-ce que les gens sont vraiment tant habitués que ça? Et en plus, il y a toujours les enfants, quoi, et le jeune public. Oui, pour les enfants, c'est sûr. Et moi, j'ai passé 6 mois en Suède.
Et en Suède, ils voient tout en VO. Mais les films pour enfants, en fait, ils sont doublés, quoi. Ouais. Un enfant n'ira jamais voir un film en VO avec des sous-titres, donc effectivement, c'est un métier qui doit exister, quoi. Bah, sauf effectivement s'il remplace par des IA, mais du coup là tu dégrades encore d'une autre manière le truc. Enfin, et après t'as aussi le côté. Un exemple qui est cité sur les VF, il y a la VF de Amicalement Vôtre. Ça crée quelque chose presque de différent de l'original, où c'est plus marrant, enfin où ils rajoutent des blagues, où il y a un ton qui est un peu décalé. Oui, et il y a aussi Vampire en toute intimité. Je crois que c'est ça le titre français. Ah oui. Un film anglo-saxon. Je sais pas si c'est australien ou anglais, mais en tout cas c'est un film pas en français qui a été doublé par Nicolas et Bruno. Ouais. Et du coup, ils ont traduit, genre ça se passe à Limoges. Enfin, je veux dire, ça devient complètement un autre film, quoi. Oui, et même, si je dis pas de conneries, il y a Chabat, il avait aussi bossé sur la VF de Wayne's World. Ouais. Et pareil, en fait, le boulot d'adaptation, de comment tu traduis les vannes, comment tu essayes de transposer le truc. En fait, tous les sujets de traduction, d'ailleurs même sur la littérature, c'est-à-dire tu peux avoir des romans soit bien traduits, voire même tellement bien traduits que c'est limite mieux que la version originale, je sais pas. Ouais, mais le truc c'est que quand l'original c'est Mike Myers ou Jim Carrey, t'as quand même envie d'entendre leur voix quand tu la connais et quand t'as la capacité de lire des sous-titres ou de comprendre l'anglais. Ouais. Moi j'aurais du mal à voir, même si c'est Alain Chabat et qu'il y a des bonnes vannes en français et tout. Ouais. Je préfère voir Wayne's World en VO, quoi. Il y a un autre cas auquel je pense qu'on a enfant vu beaucoup en VF, c'est Robin Williams. Et en fait, pour le coup, le Robin Williams version originale, t'as l'impression que c'est presque un autre gars, quoi. Enfin, que la version qu'on nous a vendue en VF. Ouais. En fait, notamment son goût de l'improvisation et enfin tout ce côté un peu comique, comment dire. Surcréatif, hein, il a un truc et en fait pour le coup très adulte. Enfin je dirais la vraie persona de Robin Williams, c'est un mec qui pouvait te sortir 72 vannes à la minute et plein de références. Dans la version VF, elle était un peu édulcorée, quoi. Enfin, oui. On n'avait pas ce personnage-là, quoi. J'ai pas revu récemment un film en VF avec Robin Williams, mais je me souviens pas très bien de la voix de Robin Williams en français. Mais j'ai un peu le même effet sur la voix de Bruce Willis en français, mais un peu dans le sens inverse, c'est-à-dire que t'as pas du tout la même sensation en entendant la voix de Patrick Poivet et la voix de Bruce Willis, quoi. C'est plus un blagueur en français. Enfin, je sais pas comment dire, mais oui, il a un petit, j'allais dire tongue in cheek. Tongue in cheek, ouais. Je sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Bah, pince sans rire. Pince sans rire. Ouais, c'est un peu un déconneur la version et avec un côté un peu, il y a un petit peu plus d'aigu dans la voix en français. Ouais. Qui le rendent encore plus Monsieur Tout le Monde. Plus accessible, quoi. En fait, c'est un travail d'adaptation finalement. C'est-à-dire que 3 doubleurs différents, ils vont te faire un Die Hard différent finalement. Et donc, faut garder en tête que quand tu vois une VF, tu vois une adaptation finalement. Enfin, sauf le jour où l'IA saura retrouver les inflexions de Jim Carrey en français. Et je pense que ça arrivera un jour parce qu'il n'y a pas de raison que la technique soit jamais au point. Bah, ça sera toujours des adaptations, quoi. Bon, après, il y a la question de la traduction aussi, qui est déjà de fait une adaptation, et donc une trahison. Moi, il y a une VF que j'adore, c'est celle de The Big Lebowski, et je trouve que les voix françaises sont presque mieux, effectivement, que les voix d'origine. C'est-à-dire que il y a des inflexions de voix qui me font vraiment marrer très fort, notamment du mec qui double John Goodman, et que je retrouve pas dans la VO. Mais après, c'est peut-être de la nostalgie, enfin quelque chose parce que j'ai découvert ce film en français, je l'ai vu 1000 fois en français. On se raccroche à ce qu'on connaît, et peut-être qu'il y a une richesse dans la voix de Jeff Bridges qu'il n'y a pas dans celle du doubleur. Donc je sais pas. Ouais, vaste sujet, c'est vrai que. Ouais, on y reviendra peut-être. Parce qu'après aussi, mine de rien, avec la VF, t'es pas obligé de regarder les sous-titres, quoi. Donc en fait, ton regard est moins attiré vers le bas. À la limite, quand c'est des films en anglais ou dans une langue qu'on comprend ou ne serait-ce qu'on comprend à peu près, je trouve que l'expérience est différente par rapport à voir un film, je sais pas, en roumain, en coréen ou en russe, enfin un truc en chinois où tu comprends vraiment rien. Bah, je pense que tu perds un peu. Dans les débats sur VF versus VO, on parle peu effectivement du désagrément que c'est que le regard soit un tout petit peu déplacé vers le bas. Ce qui est un truc presque imperceptible, mais qui change complètement le rapport au film. Et même le fait que il y a du texte sur l'écran,
et que du coup tu vois pas le bas du cadre et des fois Ouais. ça peut cacher des trucs et tout. Bah, ils en parlent, Hitchcock et Truffaut, à un moment dans leurs Ah oui. entretiens. Et Hitchcock dit que, je sais plus si c'est Hitchcock ou Truffaut qui dit que, en gros, tu perds plus du film avec la version sous-titrée qu'avec la version bien doublée. Ah d'accord. À cause du côté visuel. Ah c'est intéressant. Ouais. Et d'ailleurs le choix de la typo, de la couleur, de Ouais. l'ombre et tout, c'est important aussi. Mm. Et même des fois il y a des versions, je pense que c'est plus pour les malentendants, des versions où le sous-titre est sous le mec qui parle. Oui. Et ça change aussi complètement le rapport au film, quoi. C'est-à-dire que ton regard est plus orienté vers qui parle, peut-être pour des mauvaises, à mauvais escient du coup, parce que c'est pas obligé de regarder la personne qui parle quand elle parle. Ou ça peut être adapté. Enfin, mais oui, il y a ça aussi il y a beaucoup ça sur les Blu-ray. Enfin, ça existait pas à l'époque du DVD. Je crois où tous les sous-titres sont, mais peut-être pour des raisons techniques, étaient centrés. Souvent sur les éditions Blu-ray, tu peux avoir des sous-titres qui sont un peu du côté du personnage. Mm-hmm. En fait, la technologie qui serait mieux, plutôt que de faire du doublage par IA, ce serait qu'on comprenne les langues étrangères. Ça demande quand même des efforts pour tout le monde. Je pense pas que tout le monde soit prêt à le faire, mais en anglais, ce serait pas mal quand même. Oui, non, mais je dis par technologie, quoi, comme dans Matrix. Genre, Ah oui, avec une puce. Tu prends une puce et tu parles chinois. Remarque, ouais, on est plus proche de ça que un monde où les gens apprennent l'anglais tôt à l'école, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. De toute façon, les gens n'iront plus à l'école. Mais c'est vrai. On sera tous dans des bulles Dans des pods. stérilisées, Ouais. comme dans Matrix. Tiens, d'ailleurs, je rebondis sur ça parce qu'on avait parlé de la science-fiction la dernière fois. Ouais. Et on a essayé de faire la liste des films de ces 20 dernières années qui avaient compté en SF. Et en commentaire, il y a des gens qui nous ont parlé de Southland Tales, Ouais. que j'avais pas vu. Donc, Ah, merci aux gens en commentaire de m'avoir donné envie. tu l'as rattrapé du coup? Je l'ai rattrapé, ouais. Et je suis pas d'accord avec les gens en commentaire. J'ai pas du tout aimé ce film. Enfin, en fait, je vois que il y a plein de choses que Richard Kelly a envie de dire dans ce film qui ont l'air intéressantes, mais je comprends absolument rien à ce qu'il essaie de me dire. Ok. J'aime beaucoup l'énergie du film. Ouais. Mais je saurais même pas, pour les gens qui n'ont pas vu le film, je saurais même pas résumer trop le pitch. En gros, c'est des histoires de complot, des gens poursuivis dans un monde post-apocalyptique où les énergies se raréfient. C'est un petit peu à la fois visionnaire et politique dans le sens où ça parle beaucoup des médias, des nouvelles technologies et aussi du racisme policier. Enfin, il y a plein de sujets qui sont brassés. Mais je sais, tu l'avais vu toi, non? Oui, à oui. l'époque. Je sais pas si tu t'en souviens, mais effectivement, il y a pas mal de sujets qui sont brassés, mais je comprends pas ce que le film me dit sur ces sujets-là, quoi. Ouais, je trouve que c'est un film qui est un peu difficile à suivre parce qu'en fait, on part sur une première idée et après, ça commence à partir un peu dans tous les sens. Enfin, le film est assez déroutant, sachant que il y a aussi plein d'histoires si je me trompe pas, il y a une histoire de remontage, c'est-à-dire qu'il y avait une version qui a été présentée à Cannes où le film a été très mal reçu. Ouais. Et la version qui est sortie est une version remontée, donc peut-être que le truc a été un peu charcuté, ouais. Donc, après, ça m'étonnerait que ce soit plus clair au premier montage, quoi. Comme ça part vraiment dans tous les sens, je pense que la version longue, elle partait encore plus dans tous les sens, quoi. Ou alors elle développait peut-être un peu plus toutes les pistes. Mais j'ai l'impression qu'il a envie, il a voulu tout dire dans ce film. Et c'est souvent un peu le syndrome des deuxièmes films. C'est-à-dire que tu fais un premier film, donc lui en l'occurrence c'est Donnie Darko, un film génial qui a bien marché, et tu te retrouves à pouvoir faire ce que tu veux parce que les gens croient en toi. Et là, tu mets tout dans ton film. Ouais. Et après, c'est aussi un film sur le chaos, quoi. Donc sur tout qui s'effondre. Enfin, donc en fait, le fait que ça parte en sucette, enfin ouais, c'est peut-être difficile à rendre. Je sais pas. C'est performatif. Ouais. Enfin, j'aime pas trop le cinéma performatif. Je sais pas si on en a déjà parlé dans ce podcast, mais notamment les films qui sont ennuyeux parce que ça parle d'ennui, j'ai du mal. Et donc les films qui sont incompréhensibles parce que notre époque est incompréhensible, j'ai un peu de ou mal chaotique aussi. parce que ça doit parler du chaos. Ouais. C'est parce que dans mon souvenir, mais c'est vrai que faudrait que je le revoie parce que je me demande s'il y aurait pas des parallèles à faire avec Megalopolis, qui d'ailleurs pourrait aussi être
Bah, film. j'ai un peu la même sensation devant ces deux films, où je sens qu'il y a une richesse et que le réal a voulu, ou le scénariste a voulu dire plein de choses qui lui tiennent à cœur, mais que ça ne m'atteint pas, enfin ça n'arrive pas jusqu'à moi parce que il y a pas de filtre, il y a pas de volonté de domestiquer un peu cette matière brute pour que ce soit Et, ingurgitable par quelqu'un. et je trouve que, enfin, l'autre parallèle que je fais entre les deux films, c'est que j'ai l'impression qu'ils captent quelque chose du mauvais goût de l'époque. Enfin, un truc où, Oui, pour moi, le contre-exemple de ça que je n'aime pas, c'est Denis Villeneuve, qui pour moi quand il fait de la SF, il est complètement dans les canons préécrits, préformatés de ce qu'est censé être l'esthétique de l'époque. Et du coup, en fait, à mon sens, il ne produit rien. Enfin, il produit du vide. Et ces films un peu malades, dysfonctionnels, qui sont complètement à l'encontre de ce que tu es censé faire, bah, je les trouve difficiles à digérer, mais peut-être plus intéressants, quoi. Mais je comprends qu'on puisse les rejeter parce qu'en fait, il y a vraiment rien pour aider à les digérer, quoi. en fait c'est pas tant un rejet que, j'ai de la sympathie pour le projet. Mm. Mais juste, je ne peux que constater que je comprends pas, quoi. Enfin, Ouais, ouais. je suis ni ému, ni j'ai l'impression d'en tirer quelque chose. Et en fait, je pense que dans les deux cas, c'est aussi des films où effectivement, tu ne comprends pas les enjeux. Donc en fait, très vite, tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc en fait, c'est difficile de rester captivé parce qu'en fait, juste tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est quand même un défaut, en fait. Enfin, il y a un truc. Moi, par exemple, quand j'avais revu Megalopolis, en fait, moi, sur Megalopolis, ça a été en deux temps. J'ai été très déconcerté après la première vision, en ayant eu Ouais. l'impression de ne pas avoir compris grand-chose. Mais après, ce qui m'avait plu, c'est que le film continuait à me travailler et j'avais envie de retourner dans cet univers, retrouver ces personnages un peu bizarres, ce mauvais goût, ce côté rococo, un peu trop, et, Ouais. et en fait, en y retournant, j'étais plus gêné par l'intrigue parce que j'avais reformé dans ma tête les grandes lignes de l'intrigue et où ça va. Et je me suis plus intéressé aux détails et au fait de retrouver l'univers et les personnages, et ça m'a beaucoup plus plu. Et donc, Mais du coup, t'avais quand même accroché au personnage en première instance. C'est-à-dire que t'avais envie de suivre, enfin, de retrouver ces personnages à la deuxième vision. ouais, mais pas tant d'un point de vue émotionnel et compréhension profonde des enjeux de ce que vivent les personnages. Plus, un peu comme je disais tout à l'heure sur Chabrol, pour retrouver une ambiance, un mood particulier. En fait, il y a le côté aussi dépaysement, quoi. En fait, être emmené dans un univers, quoi. Et un univers qui se tient en lui-même, dont je comprends pas tous les tenants et aboutissants, et qui aussi a le gros avantage, en fait, quand tu vas au cinéma, c'est qu'en fait, tu peux être emmené dans quelque chose dont t'as pas à subir tout ce qui est désagréable, quoi. C'est-à-dire que au final, ça reste de la fiction, et du coup, quand l'univers en question est intriguant ou me parle ou attise ma curiosité, souvent ça peut suffire à m'intéresser. Oui, donc tu peux être, comment dire, le chaos peut te plaire dans la mesure où t'as pas les conséquences néfastes du chaos. C'est ça. Et sauf que les films chaotiques sont très pénibles à la première vision parce que la démarche naturelle sur du cinéma narratif, c'est d'essayer de comprendre ce que ça te raconte, quoi. Et en fait, quand tu sais pas quelle va être la scène suivante ou qu'est-ce que tu dois comprendre dans telle ou telle scène ou machin, c'est souvent pénible, quoi. Là, je trouve la première vision. Et je sais pas si c'est un exemple qui est exactement la même chose, mais par exemple avec 2001, l'Odyssée de l'espace, savoir que le dernier gros tiers du film, c'est un trip psychédélique, tu prends pas forcément pareil la deuxième ou troisième vision que la première vision, quoi. Ouais, c'est marrant parce que j'allais citer un autre exemple où moi je me dis que t'as une faculté de lâcher prise par rapport au cinéma classique, disons, qui est meilleur que la mienne, c'est Godard par exemple. Les derniers Ouais, films de Jean-Luc Godard, ouais. j'ai vraiment beaucoup de mal parce que je comprends absolument rien à ce qui se passe, je suis pas ému ni rien, et je peux les voir 1000 fois et ça va rien changer. Et toi, enfin, il me semble que c'est des films que Oui, t'apprécies plutôt. Mais par contre, sur 2001, la première vision de 2001, j'étais pas au courant qu'il y avait un trip psychédélique, mais j'avais vraiment été fasciné. ouais. Et cette fascination que j'ai ressentie, je l'ai pas perçue comme quelque chose d'ennuyeux
ou de chaotique, pour moi, c'était limpide, en fait. Et sans pour autant que je puisse expliquer ou faire une thèse pour dire, ah, ça veut dire ça et tout. Vraiment, c'est que des sensations. Je les ai prises comme telles et ça m'a enchanté, quoi. Ouais, et je peux comprendre et j'avais d'autres exemples où j'allais dire que ça peut marcher aussi à la première vision. Il y a un film, le dernier film de David Lynch, Inland Empire, que j'ai vu qu'une seule fois et que j'ai jamais revu, et qui est vraiment, je serais incapable de te raconter de quoi ça parle. Enfin, c'est quand même très chaotique, quoi. J'ai quand même été bouleversé et pris par le film, et je sais pas, j'étais aussi peut-être dans de bonnes dispositions, enfin, ou encore d'autres exemples où on est sur quelque chose de moins chaotique mais plus méditatif, les films de Happy Chapon Vera C'est cool. Ouais. À chaque fois, j'ai été captivé et pris et emporté, mais j'aurais très bien, enfin, sur le papier, franchement, je pourrais passer aussi complètement à côté. Donc, je sais pas vraiment à quoi ça se joue de parfois être pris, parfois pas être pris. En tout cas, je sais que il y a beaucoup plus de chances pour moi d'être captivé sur ce genre de film un peu difficile en les voyant au cinéma. Là, aujourd'hui, j'aurais vraiment beaucoup de mal à découvrir des films comme ça sur ma télé avec mon téléphone pas loin, quoi. Ouais, je pense que c'est une question plus large aussi de disponibilité d'esprit, en fait. Et même sur un ordi. Moi, je sais que j'ai découvert Jerry de Gus Van Sant sur un ordi. Ouais. Et je l'ai vu qu'une fois et ça m'a fasciné aussi. Et c'est pareil, c'est le genre de film que je pourrais rejeter en bloc. Donc pour résumer, c'est juste deux mecs qui se perdent dans le désert et qui marchent pendant 1h30. Ouais. Il se passe quasiment rien d'autre. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Et je sais toujours pas expliquer à l'heure qu'il est pourquoi j'ai adoré ce film. Mais je pense que c'était aussi parce que j'avais une disponibilité d'esprit à ce moment-là. Peut-être que j'avais besoin de ce genre de contemplation, je sais pas. Et peut-être que la première fois que j'ai vu 2001, je l'ai pas rejeté parce que aussi j'étais peut-être plus ouvert, je sais pas. Ouais, ou t'étais dans le bon état d'esprit. En tout cas, je pense qu'il y a des films qui sont plus exigeants sur le niveau d'attention du spectateur, ou à l'inverse des films qui résiste mieux au fait de pas être trop attentif, quoi. Enfin, mais. En tout cas, bon, ça, bah du coup, faut peut-être que je revoie Southland Tales dans quelques mois. Bon, ma préconisation, c'est tu le regardes 3 fois de suite, 3 soirs de suite. Et vraiment, si au bout si t'aimes pas, bah vraiment là, c'est que t'aimes pas, quoi. Je fais une moyenne. Non, en revanche, j'ai vu pendant que j'y étais, je me suis dit, bah je vais me faire une rétrospective Richard Kelly et j'ai vu The Box, qui est du coup son 3e et dernier film en date. Ouais, c'est vite fait une rétrospective Richard Kelly. Ouais. Et en fait, je m'attendais à un truc très très abscon parce que ce film a plutôt mauvaise presse. Ouais. Donc pour résumer, c'est un film avec Cameron Diaz où donc elle est elle a un mari et un enfant et ils reçoivent un matin une boîte avec un bouton, une espèce de bouton sous cloche. Et il y a un mec qui vient les voir et qui lui dit si vous appuyez sur ce bouton, vous aurez 1 million de dollars et en même temps une personne que vous connaissez pas va mourir. Et donc l'histoire du film, c'est ce dilemme. Et je m'attendais à un truc qui part très très vite sur autre chose et qui traite pas du tout ce sujet, ce high concept. Et j'ai été agréablement surpris par le fait que le high concept est vraiment traité dans le film, quoi. C'est vraiment ça le sujet du film. Ouais. Après, il y a une fin un peu. Ouais, en fait, ça commence comme un Donnie Darko et ça finit comme Southland Tales, quoi. C'est que il dérive petit à petit vers un truc un peu ésotérique. Mais pour le coup, il y a des personnages qui sont très incarnés. Et moi, c'est souvent les personnages qui me guident dans un film. Et dans Southland Tales, j'ai pas trouvé de guide. Dans ce film-là, il y a ce couple. Et je pense que c'est parce que c'est aussi un film autobiographique. Il parle de ses parents dans le film. Ouais. Il a aussi mis beaucoup de cœur dans ce film, mais d'une autre manière. Et il y a à la fois ce high concept qui me passionne. Qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation et quel genre de questions on se pose. Et donc ça m'a quand même tenu en haleine pas mal. Et après, ça part un peu en couille sur la fin. Et je dirais que le début est très réussi et la fin, il retombe un peu dans ses travers, mais ça m'a bien plu quand même. Toi, tu l'avais vu aussi ? Ouais, je l'avais vu en salle. Ouais. Du coup, je l'ai pas revu depuis. Donc, j'ai le souvenir vague d'un certain nombre de choses, et notamment de cette fin où ça devient quand même abscon au bout d'un moment, j'ai un vague souvenir de gens qui
qui plonge dans une sorte de lumière blanche, enfin, je sais plus, il y a un truc un peu bizarre. C'est assez ésotérique, on peut dire un truc comme ça. Ouais, je trouve pour le coup Richard Kelly, c'est dommage qu'il ait un peu disparu du paysage parce que il a quand même des trucs à proposer. Je sais pas ce qu'il fait maintenant d'ailleurs, parce que ce film, ça date d'il y a une quinzaine d'années, je pense déjà, voire plus. Il y a quelques années, il est venu présenter Donnie Darko à une séance de Panic Cinéma / Chroma à Paris au Forum des Images. J'avais pu le rencontrer et lui offrir une carte de Movieland. Ouais. Et déjà à l'époque, je crois qu'il était vaguement sur un projet, mais ça sent un peu le roussi, quoi. Wikipédia annonce que en septembre 2019, bon, ça date déjà. Ouais. En septembre 2019, il annonçait que son prochain film serait un film biographique sur Rod Serling. Tu vois qui c'est? Non. Alors je clique sur le lien et ça m'indique que c'est le créateur de la série télé La Quatrième Dimension. Ah, ok. Et ça fait 7 ans qu'il a annoncé ça, donc je sais pas si ça va le faire. Et en janvier 2021, il a annoncé qu'il comptait faire une nouvelle suite de Donnie Darko, ainsi qu'un préquel animé de Southland Tales. Mais c'est vrai, il a pas dû le faire. Ça fait 5 ans, donc voilà où on en est sur Richard. Ouais. Bon je sais pas, on a fait un petit tour d'horizon là. Putain, on a parlé de 70 films là. Donc Et encore, j'ai pas parlé des derniers films que j'ai vus au cinéma. Peut-être qu'on pourra le faire la prochaine fois. Tu veux parler du dernier film que tu as vu au cinéma, au passage? Ouais. D'ailleurs, c'est un Vas-y. film qui était nommé au César. Donc ça boucle un peu la boucle. C'est Kika, dont l'actrice principale était nommée comme espoir féminin, je crois. Ah, c'était Manon Clavel, non? Ouais, Manon Clavel, Ouais. C'est un film belge d'une certaine Alex Poukine, qui faisait du documentaire jusqu'à maintenant. C'est son premier long métrage de fiction. Et c'est marrant parce que c'est un peu un drame comédie aussi. En fait, c'est une meuf, donc elle a un mec et une petite fille, et elle rencontre un autre gars, et elle finit par quitter son gars pour ce nouveau mec, et le mec meurt. Okay. Or, elle s'est mis un peu dans la merde financièrement avec sa rupture et tout, et donc il faut qu'elle trouve un moyen de subsister. Ouais. Elle bosse quand même, elle bosse à la CAF, enfin à l'équivalent de la CAF en Belgique. Ouais. Et il y a une de ses clientes, enfin on dit pas cliente, une des personnes à qui elle a affaire, qui lui dit j'ai gagné 100 balles en vendant une culotte sale à un gars. Okay. Et en fait, ça l'a fait un peu réfléchir. Elle commence à faire ça et elle se retrouve petit à petit à faire de plus en plus de trucs et à se retrouver dans le milieu des travailleuses du sexe. Okay. Mais en mode, elle, c'est une dominante sadomaso, quoi. Ah, ok. Enfin, elle s'initie à ça, quoi. Et c'est marrant. Là où c'est marrant, c'est que elle est super timide au début, quoi. Enfin, elle essaie de faire la dominante, mais tu sens qu'elle y croit pas, quoi. Ah, ça, et donc, il y a à la fois plein de scènes marrantes comme ça, et à la fois c'est quand même assez dramatique parce que c'est quand même la misère. Et puis elle rencontre des gens de plein d'horizons qui sont dans des situations pas forcément très marrantes. C'est un film que les frères Dardenne auraient pu faire, où justement c'est le twist, c'est trop marrant pour... ouais. C'est trop marrant pour avoir été fait par les frères Dardenne. Je pense que ça leur plairait pas de traiter un sujet comme ça. Okay. Ça ressemble un petit peu à Jeune femme de Léonore Serrail. D'accord. Et un film français pour le coup, avec Laetitia Doche, qui était un film très marrant aussi, sur une meuf qui est dans la merde financièrement, qui est un peu paumée, mais qui essaie de trouver des solutions, quoi. Et il y a une espèce d'énergie déployée qui décale avec la situation dans laquelle elle se trouve, où elle échoue, quoi. Je conseille vivement ce film qui était assez cool. Je sais pas s'il est déjà visible en VOD. Je pense que ça devrait pas tarder parce que ça fait quand même un moment que c'est sorti. Oui, parce que s'il était au César, mais t'as quand même pu le voir au cinéma du coup. Ouais, à l'Archipel. Ok. Ah, oui. Une petite salle qui montre des films longtemps après leur sortie. Ouais. J'avais pas vu ces documentaires à elle, mais ces documentaires ont l'air intéressants. Il y a notamment le dernier qu'elle a fait, ça s'appelle Sauf qui peut, et c'est sur des acteurs qui travaillent en hôpital et qui entraînent les médecins à annoncer la mort aux proches des gens qui viennent de mourir, ou le cancer, ou enfin en tout cas ce genre de choses. Ouais. Et donc c'est un documentaire sur ça, et le sujet me paraissait super intéressant. C'est un peu en mode The Rehearsal, mais pour les médecins, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et donc ça, c'est un film que j'aimerais bien voir aussi. Et donc je pense que cette réal est à suivre. Trop bien. Du coup, on parlera d'autres films la prochaine fois.
La prochaine fois, ouais, on pourrait parler des heures en fait. Ouais, faut se limiter. On se fera peut-être à nouveau un free jazz dans un mois pour continuer. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous plaît. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de parler aussi sans forcément raconter des films, même si on adore aussi raconter des films à des invités. Ça fait une petite respiration qui est très cool aussi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes, nous mettre des pouces en l'air sur YouTube, etc., à commenter. Et donc, on se retrouve dans 15 jours pour raconter un film à un invité. À bientôt. Salut.